Bonjour et bienvenue sur Charging Station pour un nouvel essai électrisant, celui aujourd'hui de la Jaguar I-Pace millésime 2021. Cet essai vous est proposé par Arval, leasing pour professionnels et particuliers, et Eddy, Electric by D'Ieteren, bornes et solutions de recharge. Troisième SUV et première Jaguar 100% électrique, l'I-Pace a été dévoilée en 2016 et commercialisée en 2018. C'est en décembre 2018 que Charging Station a eu pour la première fois l'occasion d'en prendre le volant. Un défaut majeur est ressorti de cet essai, à savoir la recharge sur le courant alternatif qui plafonne à 7,4 kW en monophasé. Pas d'accès à la recharge en triphasé 11 kW. C'est un petit peu incompréhensible sur une voiture 100% électrique et certainement avec une batterie aussi grosse que celle qu'on retrouve dans cette voiture, on y reviendra tout à l'heure. Alors aujourd'hui, en 2021, l'I-Pace revient dans une version revue et corrigée, avec accès cette fois, ça y est, à la recharge sur le courant alternatif en triphasé 11 kW, on y reviendra tout à l'heure. Et puis tout à l'heure, à l'intérieur, on reviendra également sur l'autre nouveauté, à savoir l'accès à l'interface PV Pro, le système d'infodivertissement entièrement nouveau à bord de cette voiture et hérité des cousins de chez Land Rover. Alors qu'est-ce que ça donne au quotidien? Est-ce que c'est suffisant pendant que la concurrence, elle aussi, ne s'est pas laissé faire? Est-ce que c'est suffisant pour être un choix potentiel en 2021? Eh bien, j'en ai pris le volant pendant une semaine. La réponse dans cet essai. Mais avant de démarrer cet essai, je vous invite à vous abonner à Charging Station si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie d'ailleurs de votre fidélité. N'oubliez pas d'activer la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. Dimanche prochain, on a rendez-vous avec l'une des futures stars, j'en suis certain, en 100% électrique, la Ford Mustang Mach-E. Depuis le temps qu'on en parle, Charging Station va en prendre le volant. Qu'est-ce que ça donne sur la route? Eh bien, vous saurez tout dans une semaine, dimanche prochain. Ensuite, ce sera le retour des essais hybrides rechargeables avec là aussi deux nouveautés très attendues. On en reparlera tout à l'heure. Extérieurement, les changements sur ce millésime 2021 de la Jaguar I-Pace, eh bien, ils sont assez subtils. Quelques changements au niveau de la calandre. Pour le reste, par contre, on a de nouvelles teintes qui sont disponibles et puis de nouvelles jantes également, de nouveaux choix possibles de jantes. Alors celles-ci, ce sont des jantes optionnelles de 22 pouces. Il y a deux choix possibles en 22 pouces. Alors visuellement, ça le fait évidemment. Qu'est-ce que ça donne d'ailleurs sur la route? On en reparlera tout à l'heure. Jantes de 22 pouces, celles-ci, ce sont les Steel 5069 avec insert en carbone, s'il vous plaît. Cela dit, ces jantes, elles ne sont pas données évidemment. C'est un supplément de 4 000 € que vous devez prévoir si vous êtes sur la finition haut de gamme, comme c'est le cas de cette voiture d'essai, la finition HSE. Supplément de 4 500 € sur la finition intermédiaire et supplément de 6 700 €, oui, vous avez bien entendu, sur la version d'entrée de gamme. Alors, cette voiture, vous le voyez, elle dispose également de poignées de portière rétractables. Et ça, c'est une bonne nouvelle, sauf que les poignées, elles ne se déploient pas lorsque vous vous approchez du véhicule avec la clé. Vous devez systématiquement pousser sur le petit bouton ou sur le bouton de la télécommande pour les déployer. Et ça, c'est un petit peu dommage. Notez que ce modèle d'essai est également équipé du pack extérieur fibre de carbone à plus de 3 700 €. Il comprend des inserts spécifiques dans la calandre, sur les coques de rétroviseur, sur les pare-chocs et sur les portières. On a un toit vitré qui est lui aussi en option à un peu plus de 1 400 €, mais ça apporte un vrai plus à l'intérieur personnellement, je vous le conseille. Le toit vitré, le pack fibre de carbone extérieur, les jantes de 22 pouces, on est déjà à près de 10 000 € d'options, rien que ça. Alors les dimensions de la Jaguar I-Pace, 4,68 m c'est sa longueur, 2,14 m rétroviseur déployé c'est sa largeur, c'est 2,01 m rétroviseur rabattu et 1,57 m de haut, 1,55 m avec la suspension pneumatique active. Et vous, que pensez-vous de l'extérieur de cette Jaguar I-Pace? Eh bien, dites-le moi dans les commentaires. Techniquement, la Jaguar I-Pace accueille deux moteurs synchrones à aimant permanent, un par essieu. Chaque moteur développe 147 kW, soit 200 chevaux, puissance cumulée 400 chevaux. Le couple est très généreux, ça pousse fort dans cette voiture, 696 Nm et le 0 à 100 est abattu en 4,8 secondes, c'est-à-dire un petit dixième de plus que la Polestar 2.
Pour alimenter ces deux moteurs électriques, la Jaguar I-Pace peut compter sur une batterie de 90 kWh brut, soit 85 kWh utile, batterie qui est évidemment logée sous le plancher entre les quatre roues. Elle doit permettre théoriquement à cette voiture de rouler 470 km entre deux recharges. Ça, c'est la théorie, c'est la norme WLTP. Qu'en est-il dans la vraie vie au terme d'une semaine à son volant? Eh bien la réponse, tout à l'heure. Pour recharger la batterie, ça se passe donc, vous le voyez, à l'avant, du côté gauche. Et quand on ouvre la trappe de recharge, on constate la présence d'un connecteur de type 2 tout d'abord pour la recharge sur le courant alternatif. La recharge sur le courant alternatif qui, maintenant, se fait de manière beaucoup plus rapide puisqu'on a accès à la recharge en triphasé 11 kW. C'est la nouvelle puissance du chargeur embarqué qui, auparavant, plafonnait à 7,4 kW en monophasé. Pour la recharge sur le courant continu, la prise Combo CCS qui vous permet d'accéder donc à la recharge sur le courant continu, autrement dit ultra rapide. On va jusqu'à 100 kW dans cette voiture. Alors 100 kW, c'est pas mal, mais c'est pas non plus au niveau de certaines voitures de la concurrence. 100 kW, ça va permettre de récupérer 80% de capacité de batterie en 45 minutes à peu près. En ce moment, on est plutôt aux alentours de 30 minutes dans ce qui se fait au niveau de la concurrence et même sur des voitures beaucoup moins chères que celle-là. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Toujours concernant la recharge, notre partenaire Eddy Electric by D'Ieteren est votre compagnon de route idéal si vous avez une voiture électrique ou électrifiée. Grâce à son offre de bornes connectées ou non, à installer chez vous et ou sur votre lieu de travail. Et puis la carte de recharge de Eddy Electric by D'Ieteren, je vous rappelle qu'elle est gratuite, il n'y a pas de frais d'activation. Pas de frais d'abonnement, vous payez uniquement ce que vous consommez. Autant de bonnes raisons évidemment de vous la procurer dès aujourd'hui en cliquant sur le lien dans la description. Cette carte de recharge, elle vous donne accès à plus de 100 000 points de recharge partout en Europe et ça c'est une jolie assurance tranquillité. Avant de vous faire découvrir le tableau de bord dans un instant, avant de prendre place à l'arrière également dans quelques secondes, eh bien intéressons-nous à ce qui se passe ici, à savoir le volume de chargement. Alors dans cette voiture, 656 litres, c'est le volume de chargement banquette arrière droite, banquette arrière qui est d'ailleurs fractionnable en trois parties. 1453 litres, ça c'est la capacité totale une fois la banquette arrière complètement rabattue. Concernant l'ouverture du coffre, elle est électrique avec gestuelle sur cette finition haut de gamme HSE, elle est juste électrique, sans la gestuelle sur la finition intermédiaire et sur la finition d'entrée de gamme, eh bien le coffre, il n'est même pas à ouverture électrique et ça, c'est un petit peu mesquin. Concernant le coffre, l'espace disponible, donc les 656 litres, on a des prises, on a prise 12 volts, on a des crochets également à gauche et à droite, on a des petits crochets d'arrimage également au niveau du plancher du coffre, on a un élastique de retenue, donc voilà, le coffre est plutôt bien équipé. Et puis on a un sous-coffre également. Sous-coffre dans lequel on va pouvoir glisser quelques accessoires. Et vous le voyez, dans ce sous-coffre, il n'y a pas de câble de recharge. Et pour cause, parmi ces 656 litres, 27 sont cachés là-bas. Ils se situent à l'avant, dans ce qu'on appelle maintenant le frunk, c'est-à-dire le coffre avant. Alors, vous l'avez constaté, on ne mettra pas une valise cabine sous le capot de cette voiture, mais voilà un espace de 27 litres qui est plutôt sympathique et qui est plutôt le bienvenu pour, entre autres, glisser les câbles de recharge ou bien, je l'ai déjà dit à l'occasion d'un autre essai, celui de la Tesla Model 3 qui dispose évidemment elle aussi d'un frunk, et bien pour glisser tout ce qui pourrait être odorant dans l'habitacle et vous n'avez pas envie de sentir cette odeur. Si vous allez chercher une petite portion de frites à la friterie, c'est toujours bien sympa, mais le lendemain, on s'en souvient quand on rentre dans la voiture, et bien si vous glissez les frites là, si vous allez chercher un petit McDo, un Burger King, tout ce que vous voulez, tout ce qui est un petit peu odorant, et bien glissez-le dans le frunk et le lendemain, ni vu ni connu. Dans un instant, je prends place au volant de cette Jaguar I-Pace. On ira sur la route, évidemment, pour voir ce que ça vaut. En attendant, petit détour par les places arrière. La banquette arrière, y est-on bien installé? Eh bien, vous pouvez le constater, je suis très bien installé. L'assise est plutôt confortable. Et puis surtout, j'ai de la place au niveau des genoux. Alors, je mesure 1,90 m, ça ne vous aura pas échappé. Le siège avant est réglé comme pour moi. Et vous le voyez, eh bien, ça passe à l'aise. J'ai une bonne épaisseur de doigt en plus entre voilà, mon genou et l'arrière du siège conducteur. Donc c'est vraiment très agréable, très confortable. Qu'y a-t-il au niveau équipement? D'abord les finitions, elles sont très très bonnes. On verra ça dans un instant quand on sera à l'avant, mais je peux déjà vous dire qu'à l'arrière, l'impression elle est très valorisante quand même. Le seul petit bémol, c'est le siège avant qui est ici un siège spécifique en option siège performance, qui est monobloc et du coup au niveau de la visibilité, c'est moins agréable pour les passagers arrière. Pour le reste, au niveau de l'équipement, on a évidemment les vitres électriques, on a des sièges qui sont chauffants pour les deux places principales à l'arrière. Pour chaque place principale à l'arrière,
l'arrière également une prise USB-C et puis également une prise 12 volts de type allume-cigare. Alors il y a bien sûr possibilité de s'installer sur la place centrale, ce ne sera pas la plus confortable, d'autant plus qu'il y a un petit renfoncement ici au niveau du sol, on n'a pas un plancher plat, c'est un petit peu dommage. Et puis si vous n'utilisez pas la place centrale, eh bien vous pouvez déployer ici la coudoir centrale dans lequel il y a 2 porte-gobelets et franchement, c'est plutôt confort. Bienvenue à bord de cette Jaguar I-Pace version 2021. Alors ce qui saute aux yeux quand on s'installe à bord de cette version 2021, eh bien c'est avant tout cette interface, l'interface PV Pro, héritée des cousins de chez Land Rover et qui visuellement est plutôt convaincante. Alors qu'en est-il au niveau du contenu, qu'en est-il au niveau de l'ergonomie? Eh bien ça, on y reviendra dans un instant. Pour le reste, on est bien dans l'univers de la marque avec un intérieur plutôt cosy, c'est moins traditionnel que du BMW, c'est moins futuriste que du Mercedes avec cette interface MBUX. C'est moins cosy que du Volvo et ce charme scandinave au niveau de la présentation intérieure que moi j'adore. En fait, ça se rapproche un peu de ce qui se fait chez Audi avec ces écrans qui sont entourés de piano black et puis ces inserts métalliques. Voilà, on est plus proche de l'univers d'Audi que de l'univers des autres marques premium qui viennent concurrencer donc cette Jaguar I-Pace. Alors que pensez-vous, vous, de cet intérieur? Eh bien, dites-le moi dans les commentaires. Du côté des matériaux, il y a assez peu de plastique dur dans cette voiture et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Par contre, il y a du piano black à des endroits plutôt exposés comme la zone qui se trouve devant le siège passager ou encore et surtout le pied de la console centrale ici. C'est dommage, hein. Les ajustements par contre sont très corrects, il n'y a rien à dire sur ce point. Toujours concernant le pied de la console centrale, l'ergonomie y est particulière, je dirais, avec ce double montant en dessous duquel ira se cacher votre téléphone si vous souhaitez profiter de la recharge par induction. C'est torturé, il faut un petit peu de temps pour apprivoiser cette zone. Petit bémol concernant les sièges performance, c'est une option à près de 1 500 €. Alors ils sont très confortables, rien à dire sur ce point. Par contre, pour moi qui suis grand, c'est un petit peu limite au niveau du haut du dos. J'ai le haut du dos dans le bas de l'appui-tête et comme il n'est pas réglable évidemment puisque les sièges sont monoblocs, eh bien c'est pas très agréable. Donc pour moi, en tout cas, ça ne convient pas. Si vous envisagez d'acheter cette voiture et que vous êtes plutôt grand, eh bien faites absolument un essai avant de vous décider. Je vous propose à présent de détailler l'intérieur de cette Jaguar I-Pace. On va commencer par la portière conducteur. Alors sur cette portière, on va retrouver les commandes de vitres électriques, rétroviseur électrique, le verrouillage centralisé à côté de la poignée d'ouverture et puis les sièges électriques. Il y a 3 mémoires disponibles. Les mémoires sont donc sur la portière. Les commandes se trouvent sur le côté du siège et ce pour le conducteur et pour le passager dans cette finition. À gauche du volant, en partie basse, en dessous de l'aérateur, on va retrouver entre autres l'ouverture du coffre avant, ouverture ou plutôt déverrouillage du coffre avant. Vous devrez aller ensuite activer la gâchette pour ouvrir complètement le coffre avant. Et puis ouverture et fermeture du coffre arrière. Le réglage de l'intensité lumineuse du tableau de bord également. Le frein de stationnement que vous allez utiliser très peu au niveau de cette commande puisqu'il va s'activer et se désactiver tout seul. Au niveau du volant à présent, sur la partie de gauche, on a tout ce qui concerne le téléphone, la commande vocale, les fonctions du système audio, le bouton favori également qui permet d'assigner 2 fonctions. Et ça, c'est intéressant, avec une pression courte ou une pression longue. Donc, 2 fonctions différentes sur cette touche raccourcie qu'on retrouve ici dans la partie inférieure de la partie de gauche du volant. Au niveau de la partie de droite, à présent, on a le régulateur limiteur de vitesse, on a l'assistant ici de maintien dans la voie, on a le volant chauffant également, volant chauffant qui coûte 260 € seul, ou bien dans le pack Cold Climate à 530 €. Dans ce cas-là, vous aurez en plus le pare-brise et les gicleurs qui sont chauffants. Ensuite, derrière le volant, eh bien, pas de palette. On parlera tout à l'heure de la récupération d'énergie quand on sera sur la route. Les commodos, de manière assez traditionnelle, je ne vais pas les détailler. Et puis l'écran instrument de 12,3 pouces qui est personnalisable à l'aide de la petite touche, de la petite molette ici, qu'on va retrouver sur la partie de gauche du volant. Alors si je l'utilise en fonction de rotation, c'est le volume du système audio. Si j'appuie dessus, eh bien, je me retrouve avec le menu du système du combiné instrument dans lequel je vais pouvoir naviguer, navigation horizontale et navigation verticale. Je vais pouvoir par exemple ici descendre et pouvoir customiser ce que je vais retrouver par exemple sur l'ordinateur de bord, sur l'affichage. Ça c'est l'écran suivant, voilà, panneau d'information, c'est-à-dire le panneau qui se trouve devant moi face au compteur, et puis changer la disposition également. Là j'ai une disposition avec 2 compteurs à gauche, à droite de manière traditionnelle. Je peux décider de n'avoir qu'un cadran. C'est ce qu'on va avoir maintenant. Voilà, un cadran en partie centrale. Ou bien, je peux décider d'avoir la carte en plein écran.
Voilà, dans ce cas-là, une fois que le menu à gauche va disparaître, on aura vraiment la carte en plein écran. Je peux décider d'avoir le média également, de privilégier le média ou les assistances au conducteur. Moi, j'ai privilégié la configuration 2 écrans, qui est donc celle-ci et qui me convient très bien. Donc voilà, menu extrêmement pratique. Alors, je trouve que la roulette sur le volant, par contre, elle est un petit peu trop enfoncée dans le volant. Et donc, quand on essaye de la faire rouler, parfois, c'est pas très intuitif, ça vient pas tout seul. J'aurais préféré que la roulette ressorte un petit peu pour avoir plus facile à l'utiliser. Voilà, c'est pas très évident. Donc voilà, pour le reste, franchement, rien à dire. Navigation horizontale, verticale, c'est ce qu'on retrouve dans pas mal de voitures et ça fonctionne très très bien. Il n'y a pas de raison que ça change du coup et c'est une bonne nouvelle sur cette voiture. Alors ensuite, en haut, qu'est-ce qu'on a? On a un affichage tête haute sur cette voiture, affichage tête haute qui est personnalisable, qui est plutôt efficace d'ailleurs. On a ensuite un rétro-caméra sur cette voiture également, rétro-caméra qui est évidemment en option, qui est plutôt convaincant lui aussi, qui offre une belle définition. Alors il faut s'habituer, hein. Je me suis surpris plusieurs fois à vouloir me regarder dans le rétroviseur et évidemment, je ne m'y suis pas vu forcément. Mais donc il est possible également de désactiver ce rétroviseur caméra pour obtenir un rétroviseur central intérieur traditionnel. Alors ensuite, le système d'infodivertissement, on y reviendra dans un instant. Juste en dessous, le bouton Start-Stop, le bouton de volume qui est également accessible pour le passager. Et puis la zone de chauffage, climatisation, siège chauffant, etc. etc. Donc c'est cette zone ici. On va démarrer la climatisation, voilà. Et toutes les fonctions sont utilisables grâce au petit écran, mais grâce également aux molettes. Ces 2 molettes qu'on va retrouver ici, qui vont permettre de commander tantôt la ventilation, c'est le cas ici. Voilà, je peux régler le volume de la climatisation, mais si j'appuie dessus, je peux régler également le siège chauffant que j'ai mis sur la position 3, 3, 2, 1, voilà 3 niveaux de chauffage pour le siège chauffant, tant pour le conducteur que pour le passager. Donc tout ça c'est dans cette zone ici et franchement, étant donné que la commande que vous allez le plus utiliser quand vous êtes au volant, c'est cette commande-ci, la commande qui est physique, ce bouton ici, l'écran il pose pas vraiment de problème en fait, hein, puisque vous avez accès à l'écran à des fonctions secondaires, soit à des fonctions secondaires ou soit à des fonctions que vous pouvez de toute façon par ailleurs eh bien, commander via ces 2 petites molettes. Donc franchement c'est assez efficace. Ensuite on se retrouve ici avec la recharge par induction, une option à un petit peu plus de 300 €, donc il se trouve ici derrière. Et puis ce pied de console centrale un petit peu torturé, avec en partie de gauche tout ce qui est sélecteur de vitesse, position D, N, R et la position de parking. Et puis à droite, ce sont les aides qui sont héritées de chez Land Rover, avec l'aide à la descente sur terrain difficile, c'est le bouton qui est le plus en haut. Ensuite, les modes de conduite, on y reviendra tout à l'heure sur la route. On a le contrôle dynamique de la stabilité qui est désactivable uniquement en mode de conduite dynamique. Et puis la hauteur de caisse tout terrain, normal ou accès facile. Et voilà qui est plutôt convaincant aussi et qui permet de se sortir de certaines mauvaises passes. On en reparlera là aussi quand on sera sur la route tout à l'heure. L'occasion pour moi de vous parler de l'application Jaguar Remote qui permet de vérifier le statut de certaines fonctions, la fermeture des ouvrants, l'activation de l'alarme, mais également d'agir sur certaines commandes, la climatisation, le verrouillage, déverrouillage des portes. Vous pouvez actionner les clignotants, le signal sonore et puis enfin agir sur la charge. Vous pouvez aussi garder un historique de vos trajets et puis dans le menu autonomie sur l'écran de départ, vous pouvez aussi programmer une charge ou définir une heure de départ à laquelle l'habitacle doit être à bonne température et ça, c'est toujours très agréable. Pour revenir à l'intérieur de cet habitacle, on a donc ensuite une petite zone qu'on va retrouver ici dans laquelle typiquement on va pouvoir glisser quelques pièces de monnaie par exemple ou des jetons de car wash, pourquoi pas. Ensuite le double porte-gobelet et puis ce fameux accoudoir central dans lequel on va retrouver un bel espace d'abord et puis des prises, une prise USB-C, une prise USB classique et une prise type allume-cigare 12 volts. Voilà pour le tour complet de l'intérieur de cette Jaguar I-Pace millésime 2021. Avant de prendre le volant, on va quand même parler de ce système PV Pro hérité de chez Land Rover et qui équipe désormais cette Jaguar I-Pace. Alors vous le voyez, la définition est très très belle. On a quelque chose de très convaincant au niveau du design. Moi personnellement, ça me plaît et on a vraiment l'impression de se retrouver dans quelque chose de très premium avec cette finesse au niveau de l'affichage, un petit peu comme ce qu'on retrouve chez Porsche par exemple sur la Taycan. C'est un petit peu le même principe. On a quelque chose de très très fin qui fait forcément très premium.
Donc, ce qui est très agréable avec cette interface, c'est qu'on a un système, alors soit de tuiles, soit de menu classique, mais que la partie de gauche, elle reste systématiquement affichée et disponible. Ce qui va permettre à chaque instant eh bien, de pouvoir vous rendre directement dans l'un de ces menus. Donc, en l'occurrence, la navigation, en l'occurrence ici, le téléphone, voilà, en l'occurrence ici, tout ce qui est audio, et puis ici, le menu Home qui va se transformer ici en menu, voilà, avec différentes icônes, selon que vous préférez un affichage ou l'autre. Franchement, voilà, c'est assez pratique d'avoir en plus systématiquement du côté du conducteur, donc au niveau de l'ergonomie, c'est plutôt pas mal d'avoir systématiquement ça qui est disponible. Autre chose qui est disponible en permanence, là c'est en partie de droite, vous le voyez, c'est la caméra. La caméra ici, voilà, alors caméra qui est très évoluée sur cette voiture, on en reparlera tout à l'heure quand on sera sur la route, mais vous le voyez, il y a la caméra 360, il y a bien sûr la caméra de recul quand vous enclenchez la marche arrière, et puis alors ici, on a, vous le voyez, la caméra 3D qui est, voilà, c'est toujours assez impressionnant. Au quotidien, je ne suis pas certain que ça serve à quelque chose, mais ça peut peut-être à l'occasion vous sortir de l'un ou l'autre mauvais pas. Nous voilà de retour sur l'écran principal. En partie de droite, on a accès de manière permanente à la caméra. Caméra de recul, mais pas uniquement, vous le voyez. On en reparlera tout à l'heure quand on sera sur la route. Retour donc sur cet écran de démarrage. Alors on peut naviguer vers la droite pour faire apparaître d'autres tuiles. On peut tout réorganiser évidemment. Et alors une fois que vous êtes un petit peu familier avec tout ça, vous pouvez placer les choses qui vous intéressent de manière un petit peu plus accessible. Parce qu'il est vrai, il faut bien le dire, que c'est parfois un petit peu fouillis. Au début, il faut s'y retrouver un petit peu. Donc avec le temps, forcément, vous allez prendre vos habitudes, mais au début, c'est un petit peu complexe. Ça manque peut-être parfois un petit peu de simplicité au niveau des menus, notamment si vous voulez aller chercher la récupération d'énergie, agir sur la récupération d'énergie. On en reparlera sur la route tout à l'heure, mais voilà, il faut aller dans le fin fond des menus, mais il y a peut-être une raison à ça et on en parlera sur la route. Alors une fois qu'on est sur ce menu, par exemple, qu'on peut faire défiler voilà, comme ceci, ici on a les différents comptes possibles, on a de nouveau les vues caméra, un mode valet disponible sur cette voiture pour brider certaines fonctions. Le menu EV, voilà, vous voyez la définition au niveau de l'écran, c'est absolument hallucinant, c'est très très premium, c'est très très agréable et en l'occurrence ici, la batterie, elle est très très vide. Voilà, on va revenir sur l'écran précédent, voilà, alors c'était plutôt celui-ci. Donc ça c'était le mode EV, les départs différés du véhicule à programmer, les données de conduite, les informations, alors tout ce qui est notamment l'héritage de Land Rover, donc tout ce qui est les aides à la motricité se retrouve ici également. La commande vocale qui n'est pas très très convaincante, la commande vocale, quand on voit ce qu'on retrouve à la concurrence et notamment sur une Polestar 2 par exemple avec évidemment l'interface OK Google. Ici on est bien loin de tout ça, il faut vraiment donner des instructions très précises pour que la voiture comprenne ce qu'on a à lui demander et donc c'est un petit peu moins agréable à utiliser. Ensuite on a la navigation, le téléphone, les médias, donc exactement ce qu'on retrouvait sur le menu de gauche, possibilité de connecter des comptes également et puis la météo, le côté connecté de la voiture, voilà qui est présenté. Donc voilà, ce qu'on retrouve ici, moi ça me fait un petit peu penser aussi à ce qu'on retrouve chez Mercedes. Sur la fameuse interface MBUX de Mercedes, il y a le menu principal et puis à chaque fois des petits raccourcis comme ça qui se trouvent en dessous. Et bien ici aussi on y a droit et c'est aussi plutôt convaincant. Si vous voulez aller quelque part, et bien là directement vous pouvez définir une adresse maison, vous appuyez là, vous ne devez pas rentrer dans un menu du menu. Là directement vous appuyez sur maison, vous rentrez à la maison. Ici même chose pour la radio, vous pouvez désactiver par exemple le système audio directement depuis ce petit raccourci ici en dessous, accéder aux favoris par exemple, changer de programme, voilà, de passer de DAB+ à FM par exemple. Donc voilà, qui est plutôt malin aussi d'avoir mis ces petits raccourcis ici en dessous. Donc au final, je dirais une interface PV Pro qui est très belle. Ça c'est sûr, alors c'est mon avis évidemment, dites-moi ce que vous en pensez, moi je la trouve très très réussie, donc une interface très très réussie d'un point de vue visuel, d'un point de vue de l'ergonomie. Il y a du pour et du contre, il y a des choses qui sont très très bien, il y a des choses qui sont un peu compliquées à appréhender, qui manquent un petit peu du côté intuitif. Voilà, ça manque du côté intuitif à certains moments, mais voilà, tout n'est jamais qu'une question d'habitude et on s'habitue à tout. Donc voilà, un petit tour relativement complet de cette interface PV Pro sur cette Jaguar I-Pace. Allez, c'est parti à bord de cette Jaguar I-Pace, pression sur le bouton de démarrage, pression sur le bouton D et d'emblée on sent que les 400 chevaux, eh bien, ils sont bien présents. On oublie les près de 2 tonnes 150 kg sur la balance, franchement les réactions sont extrêmement vives, la voiture est très très joueuse et c'est très agréable.
Dès les premiers tours de roue, pas de doute, concernant la position de conduite, ça se confirme à ce dont je vous parlais tout à l'heure, cette sensation qui est finalement très agréable quand on s'installe à bord, et bien quand on est au volant, ça se confirme. Alors mis à part le petit bémol au niveau de l'appui-tête, pour le reste on est, alors je dirais que c'est un cockpit, voilà, c'est le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est la sensation d'être dans un cockpit avec un siège et un volant qui permettent au niveau de leur réglage, de l'amplitude des réglages, et bien de trouver sa position de conduite idéale. On est vraiment bien installé. Alors pour le coup les sièges, autant il y a le bémol au niveau de l'appui-tête, autant le maintien latéral il est vraiment très efficace. Donc on est vraiment bien calé dans les sièges. On a ce volant qu'on peut ramener vers soi et trouver finalement sa position de conduite idéale, le siège également. Et alors on a ce montant de pare-brise qui va très loin chercher le bas du pare-brise là-bas. Et donc on a finalement cette sensation d'espace par rapport au pare-brise et en même temps de volant qui est très proche de soi. Et donc une vraie sensation de cockpit, c'est vraiment très très gai. Malgré le poids de cette voiture, et bien grâce au couple généreux, grâce à la puissance généreuse également, on prend beaucoup de plaisir au volant de cette voiture qui est vive, hein, qui ne demande qu'à bondir. Cette voiture, c'est pas un Jaguar, cette voiture c'est un pitbull, hein, c'est vraiment. Alors spécifiquement, si vous la mettez en mode dynamique, on reviendra sur les différents modes de conduite dans un instant, mais c'est vrai que cette voiture, elle ne demande qu'à bondir, elle ne demande qu'à vous procurer du plaisir, et franchement, c'est très très agréable. Et puis il ne faut pas oublier que cette puissance, eh bien, c'est aussi bon pour la sécurité. Hein. Quand on est sur une nationale et qu'on dépasse, on se retrouve du coup moins longtemps sur la bande à contresens puisqu'on va pouvoir dépasser plus rapidement. Et donc ça, c'est un vrai plus aussi pour la sécurité. Concernant le bruit à présent, cette Jaguar I-Pace prend soin de ses occupants avec une belle maîtrise des bruits de roulement et des bruits aérodynamiques. On n'a franchement pas grand chose de perceptible au niveau du bruit, peut-être un tout petit peu comme à chaque fois ou presque au niveau des rétroviseurs à grande vitesse comme là ici sur autoroute, mais c'est vraiment pour chipoter. Et puis alors la maîtrise au niveau des bruits de roulement, elle est d'autant plus impressionnante que cette voiture d'essai, elle est équipée de jantes de 22 pouces qui ne sont pas connues pour procurer le plus grand silence et le plus grand confort. Et pourtant, là, c'est bien le cas. On a une voiture qui reste confortable et qui, en plus, reste silencieuse au niveau des bruits de roulement, malgré ses jantes de 22 pouces. Et là, je dis bravo. Je suis en train de suivre une voiture avec une remorque. Cette voiture est-elle capable, elle aussi, de tracter? Eh bien, oui, bonne nouvelle. Charge tractable autorisée de 750 kg sur cette voiture, sur cette Jaguar I-Pace. Et ça, pour certains, c'est aussi très important. Au niveau des aides à la conduite, on a évidemment tout l'arsenal nécessaire dans cette voiture, entre autres le régulateur de vitesse adaptatif, ce régulateur de vitesse adaptatif qui fonctionne d'ailleurs de manière extrêmement douce, qui va réagir de manière, qui va s'adapter de manière extrêmement douce à tout événement qui va survenir, notamment quelqu'un qui va venir s'insérer devant vous, qui ne respecte plus donc la distance que vous aurez demandée. Et bien là, vous allez avoir effectivement une réaction qui sera très très douce et donc une conduite au quotidien qui reste très agréable, très coolée, même si vous êtes en mode régulateur de vitesse adaptatif, alors que certains systèmes équivalents réagissent de manière un petit peu brutale. Concernant la distance par rapport au véhicule qui précède, là c'est un petit peu dommage. Si vous la réglez sur la plus courte, eh bien malheureusement vous allez devoir le faire à chaque démarrage de la voiture, puisque le réglage ne va pas rester en mémoire. Par défaut, elle va systématiquement vous remettre le réglage le plus long, donc la distance de sécurité la plus longue, et ça c'est un petit peu dommage. Concernant à présent l'assistant de maintien dans la voie, alors on est plus sur de l'avertissement de franchissement de ligne. Le système, alors même si c'est un système actif qui, lorsque vous allez vous approcher de la ligne, eh bien va vous ramener vers le centre de la voie, mais on a plus un phénomène de ping-pong que réellement un maintien ferme au milieu de la voie de circulation. Donc ça c'est un petit peu dommage, mais au quotidien c'est vrai que si vous ne lâchez pas le volant, ce qui n'est pas le but à la base, vous n'allez pas vraiment vous en rendre compte et finalement la conduite est là aussi assez agréable. Concernant les modes de conduite, on en a 4 dans cette voiture, 3 qui sont des modes qu'on retrouve à peu près dans chaque voiture électrique, et puis un 4e qui est propre à cette voiture et à son appartenance au groupe Jaguar Land Rover. Alors les 3 qu'on va retrouver habituellement, c'est le mode éco, celui dans lequel vous aurez le moins de sensations, mais forcément vous aurez la plus grande autonomie, le mode normal, celui du quotidien, et puis le mode dynamique, celui qui va vous procurer évidemment le plus de sensations, la puissance la plus importante, les accélérations les plus franches, mais évidemment la plus grande consommation évidemment, pour peu que vous enfonciez un petit peu trop la pédale d'accélérateur. Là forcément il n'y a pas de miracle. Concernant ce 4e mode de conduite, c'est pluie, verglas, neige, un mode de conduite qui va bénéficier de toute l'expertise de Land Rover au sein du groupe Jaguar Land Rover pour procurer à cette voiture des capacités que d'autres n'ont peut-être pas, des capacités de pouvoir se sortir d'un mauvais pas, et ça c'est toujours bon à prendre et c'est un bon point là aussi pour cette Jaguar I-Pace.
Cet héritage Land Rover dans cette voiture, il n'est pas anodin, hein. Le mode ADSR, par exemple, va vous permettre d'augmenter la motricité de la voiture. On a une hauteur de caisse qui est variable grâce à la suspension pneumatique active. Ça aussi, ça va vous permettre d'éventuellement vous sortir de l'un ou l'autre mauvais pas. Donc tout cet héritage de Land Rover qu'on va retrouver dans cette voiture ne va pas faire de cette voiture une franchisseuse, évidemment, mais va permettre, en tout cas au quotidien, eh bien, de passer là où peut-être d'autres n'iraient pas et quelquefois effectivement de pouvoir vous sortir de mauvais pas sur la neige notamment, au niveau des ornières possible également. Donc c'est un vrai plus qu'a cette voiture par rapport à la concurrence. C'est ses capacités non pas de franchissement mais de tout chemin amélioré. Nous voici à présent en milieu urbain, l'occasion pour moi de vous parler du diamètre de braquage. Il est de près de 12 mètres dans cette voiture, 11 mètres 98. Voilà qui est plutôt élevé, hein. En même temps, il y a un moteur sur l'essieu avant aussi, ce qui n'est pas le cas dans une Volkswagen ID4 que je prends toujours comme exemple parce que c'est vraiment un très bon exemple de voiture qui a un moteur à l'arrière et qui donc a toute la place devant pour permettre aux roues de braquer plus que les autres et donc d'avoir un rayon de braquage qui est réduit. On est à 10 mètres 20, rappelez-vous, sur une Volkswagen ID4, on est donc à près de 12 mètres ici, c'est-à-dire qu'il y a à peu près 2 mètres de différence et 2 mètres en ville, c'est pas rien. Certains doivent vraiment apprécier ça. Personnellement, je ne suis pas fan. Je parle des bruits artificiels créés pour accompagner la conduite dans cette voiture, pour recréer une ambiance de montée en régime d'un moteur thermique qu'il n'y a évidemment pas dans cette voiture. Moi, je ne suis pas fan du tout de ces bruits artificiels. On a 3 réglages dans cette voiture: calme, normal ou dynamique. Franchement et heureusement, en mode calme, on l'entend vraiment à peine. Donc c'est le mode que moi j'ai privilégié à défaut d'avoir une option désactivée. Donc calme, on l'entend à peine, normal on l'entend un petit peu plus et évidemment en mode dynamique, mais peut-être que si vous roulez en mode dynamique vous allez apprécier d'avoir ce bruit qui accompagne les accélérations de la voiture. Moi personnellement je suis pas fan, mais voilà, libre à chacun d'apprécier ou non. Toujours est-il que donc il est possible de le mettre plus ou moins fort, ou si on ne le met pas fort du tout, si on le laisse sur calme, de presque l'oublier, ce qui est plutôt une bonne chose. À ne pas confondre, attention, avec le bruit créé à l'extérieur de la voiture, qui est une obligation légale pour permettre aux piétons autour de la voiture de se rendre compte qu'il y a une voiture qui est là. En l'absence de bruit d'un moteur thermique, on entend forcément moins les voitures électriques arriver, en tout cas des plus grosses cylindrées, et donc il y a une obligation légale d'avoir ce bruit à l'extérieur de la voiture, de rendre la voiture perceptible depuis l'extérieur par les piétons. Donc ça, c'est un bruit totalement différent qu'on n'entend pas d'ailleurs depuis l'intérieur de la voiture, et c'est très bien comme ça. Mais donc je parle bien des bruits à l'intérieur de la voiture pour soi-disant améliorer l'expérience utilisateur. Concernant le freinage à présent, le freinage par friction, donc en appuyant sur la pédale de frein, il est plutôt bien calibré. On a un bon équilibre entre le freinage par récupération d'énergie quand on lève le pied de l'accélérateur et puis le fait de passer en freinage par friction quand on enfonce le frein. Donc de ce point de vue-là, rien à dire, tout est bien calibré. C'est donc très facile à appréhender au quotidien, un bon point. Concernant à présent le freinage par récupération d'énergie, dans cette voiture, il y a simplement 2 niveaux. Alors pas de palette au volant, pas de bouton, même il faut aller chipoter dans le fin fond des menus pour trouver justement ces 2 niveaux. C'est faible ou élevé tout simplement. Et en même temps, il y a une petite logique quand même là-dedans, c'est que au niveau de la philosophie de la chose, si vous êtes adepte des véhicules à moteur thermique, que vous démarrez dans les véhicules électriques et que vous aimez finalement avoir ce ralentissement qui est assez progressif quand vous levez le pied de l'accélérateur, quelque chose qui s'apparente à ce que vous connaissez déjà, vous allez rester sur le mode faible, en l'occurrence la récupération d'énergie qui sera plus faible lorsque vous levez le pied de l'accélérateur, et du coup un comportement qui s'apparentera à celui d'une voiture à moteur thermique. Si par contre vous êtes adepte de la conduite à une pédale, ce que cette voiture permet, c'est-à-dire lever le pied de l'accélérateur et en fonction de l'intensité du fait de lever le pied, vous allez avoir un ralentissement qui est plus ou moins important jusqu'à l'arrêt complet. Donc vous allez pouvoir tout faire avec le pied droit, avec l'accélérateur, et ça c'est une autre manière de conduire qui n'a rien à voir avec les véhicules à moteur thermique. Donc c'est un gros changement, certains apprécient, d'autres pas. Pour ceux qui apprécient, du coup vous allez vous mettre en mode réglage élevé, et dans tous les cas vous allez a priori rester dans le réglage qui a votre préférence, faible ou élevé. Donc pas étonnant vraiment que ce soit dans le fin fond des menus. Finalement, vous le réglez une fois pour toutes et a priori, vous n'y touchez plus.
Au niveau des caméras dans cette voiture et donc de l'aide au stationnement, on est plutôt gâté. On a d'une part évidemment quand on enclenche la marche arrière, la caméra de recul. On a aussi la vue 360, donc la vue simulée depuis le haut de la voiture qui est vraiment très pratique au quotidien. Et puis dans cette voiture, on a aussi la vue 3D extérieure. Donc vous vous positionnez sur l'écran comme si vous étiez à l'extérieur de la voiture, autour de la voiture, et ça vous permet d'avoir une vue depuis l'extérieur de la voiture. Alors c'est pas les seuls à faire ce genre de choses, et très honnêtement au quotidien, ça va pas vous être utile tous les jours, mais voilà, peut-être ça peut être utile dans l'une ou l'autre, à l'une ou l'autre occasion, dans des cas bien spécifiques, mais bon, au quotidien, a priori, la vue 360 est largement suffisante. Dans cette voiture, au niveau de l'éclairage, on a des phares LED Matrix qui sont 2 séries sur cette finition haut de gamme, qui sont en option sur les 2 niveaux de finition inférieurs. Ils procurent évidemment un éclairage qui est très convaincant, d'abord au niveau de sa puissance, et puis très convaincant aussi au niveau du côté adaptatif. Le fait de pouvoir rester en permanence en plein phare, en feu de route, et d'avoir ce bout de faisceau qui va s'éteindre pour ne pas gêner ceux qui se trouvent devant ou ceux qu'on va croiser, eh bien c'est très agréable au quotidien évidemment, et ça fonctionne vraiment, vraiment très très bien. Donc bon point pour cet éclairage donc à bord de cette voiture. Avant de se retrouver à l'extérieur pour parler du prix de cette voiture et puis la conclusion de cet essai, parlons d'un sujet qui évidemment vous intéresse énormément, c'est la consommation et l'autonomie réelle de cette voiture. Alors en norme WLTP, cette voiture est normalement capable de parcourir 470 km, mais ça on sait que c'est la norme. Cette voiture, elle va pas être aidée par 2 facteurs. Le premier, c'est son CX, son coefficient de pénétration dans l'air qui est de 0,29, c'est assez élevé et ça va pas l'aider évidemment à consommer peu. Et puis cette voiture en particulier est équipée de jantes optionnelles de 22 pouces. Alors au niveau du look, ça le fait. Au niveau de la consommation, c'est moins ça. Je suis arrivé cette semaine à 29 kWh au 100 km comme consommation moyenne sur 450 km, avec un mix assez équilibré cette fois-ci, autoroute nationale et parcours urbain. Donc voilà, 29 kWh au 100, c'est sensiblement plus élevé que certaines concurrentes, mais on l'a dit, voilà, jantes de 22 pouces, on a également un coefficient de pénétration dans l'air qui est pas génial. Donc voilà, c'est une voiture plaisir avant tout, hein. C'est vrai qu'on se focalise beaucoup sur la consommation des voitures électriques en se disant dès que c'est supérieur à celle d'une Tesla, oh là là mon Dieu, c'est vraiment énorme. Alors il faut se dire que cette voiture n'a pas le coefficient de pénétration dans l'air d'une Tesla Model 3 et donc forcément elle ne peut pas consommer aussi peu. Et puis les jantes jouent un rôle, on l'a dit également. Et puis il faut se dire aussi que on a peut-être aussi parfois envie de se faire plaisir, hein. En voiture à moteur thermique, on va pas non plus toujours chercher celle qui consomme moins. On peut parfois faire avec une voiture qui consomme 2, 3, 4 litres. Et 2, 3, 4 litres, c'est énorme en termes de consommation. Alors que ici, une différence de 10 kWh, si celle-ci consomme 29 par rapport à une qui consomme 19, 10 kWh, c'est jamais que à peu près 2 € en fonction du tarif auquel vous avez le kilowattheure à la maison. Mais c'est jamais que 2 €, un peu moins ou un peu plus. Et donc 2 €, c'est même pas 2 litres de différence au 100 km. Compte tenu des performances de la voiture et de son physique pas vraiment avantageux, voilà, il faut ramener tout ça dans une fourchette. Il faut se dire que quand il y a 10 kWh de différence, c'est pas 10 litres, hein. 10 kWh c'est 2 €, donc c'est même pas 2 litres. Donc voilà, la fourchette en électrique est quand même nettement plus réduite entre celle qui consomme le moins et celle qui consomme le plus, et nettement plus réduite qu'en véhicule à moteur thermique. Et autant dans une voiture à moteur thermique, on peut accepter de consommer un peu plus parce que c'est une voiture extrêmement performante, dans une gamme Jaguar, chez BMW, etc. Il y a des voitures qui consomment bien plus que d'autres qui consomment beaucoup moins. Voilà, on leur pardonne évidemment de consommer plus parce que c'est des voitures sportives. Et bien ici, on a une voiture sportive, on l'assume, et si on veut se faire plaisir, compte tenu des jantes qui sont très belles, mais on les assume aussi, et du physique de bodybuilder de la voiture, et bien là aussi, on l'assume, et donc ça consomme un peu plus, mais en électrique, c'est jamais beaucoup plus. Avant de passer à la conclusion, parlons du prix de cette Jaguar I-Pace millésime 2021. Alors, 3 niveaux de finition sont disponibles, je vous l'ai dit, S, SE et HSE. En Belgique, les prix s'étendent de 80 850 € pour la finition S à 95 950 € pour la finition HSE. En France, l'I-Pace s'échange contre un chèque de minimum 79 990 €. La finition haut de gamme HSE culmine quant à elle à 94 600 hors option, et croyez-moi, même si cette voiture d'essai est déjà très très bien équipée, avec plus de 16 000 € d'options, eh bien la liste des options, elle est encore très très longue. 16 000 € d'options sur cette voiture d'essai. En finition HSE, ça donne un total de facture de 112 270 €. C'est vraiment salé. Rendez-vous sur le configurateur en ligne de Jaguar pour concevoir votre Jaguar I-Pace et déterminer votre prix.
Toujours concernant le prix, eh bien vous le savez, cette voiture électrique, comme toutes les voitures électriques ou électrifiées, sera particulièrement intéressante en leasing opérationnel, le leasing pour les sociétés, tant en France qu'en Belgique ou ailleurs, en raison bien sûr des incitants fiscaux qui sont mis en place. Alors grâce à notre partenaire, Arval, eh bien vous pouvez déterminer le prix de leasing opérationnel si vous voulez faire de cette voiture votre prochaine voiture de société. Donc ça c'est pour le leasing opérationnel pour société, mais également obtenir une offre en private lease, c'est-à-dire le leasing pour les particuliers, et vous découvrirez en surfant sur le site de notre partenaire arval.be eh bien qu'il y a pas mal d'avantages. Au terme de cette petite visite, eh bien j'en suis certain, votre prochaine voiture de société sera forcément électrique ou électrifiée et vous opterez pour un private lease, un leasing pour particuliers ou un leasing opérationnel si vous prenez cette voiture en voiture de société. Dans tous les cas, rendez-vous donc sur arval.be pour tout découvrir. Comme on dit au cinéma ou dans la musique, ce millésime 2021 de la Jaguar I-Pace, c'est un petit peu le millésime de la maturité. Alors cette voiture, elle conserve toutes les qualités de base de la Jaguar I-Pace, à savoir sa ligne incroyable, ses performances, ses sensations de conduite, et puis viennent à présent s'ajouter deux éléments fondamentaux, à savoir une mise à niveau bien nécessaire du chargeur embarqué. On est maintenant donc sur du 11 kW en triphasé, on est donc dans la norme, et puis le nouveau système d'infodivertissement PV Pro, hérité de chez Land Rover et enfin digne d'une voiture premium en 2021. Au quotidien, cette Jaguar est très polyvalente. Elle procure donc énormément de plaisir à son volant et pas qu'à son volant d'ailleurs. On l'a vu, la place à l'arrière est relativement généreuse, donc c'est tout le monde dans la voiture qui sera bien installé et qui prendra énormément de plaisir. Tout ça fait oublier un petit peu quand même quelques défauts, parmi lesquels une consommation élevée, une recharge sur le courant continu qui est un peu faiblarde, 100 kW seulement. On a un assistant vocal qui n'est pas vraiment à la hauteur et puis une liste d'options qui est longue, très très longue, qui fait que le prix au final il va un petit peu exploser quand même. A bientôt sur Charging Station pour d'autres essais électrisants à venir dans les prochaines semaines. Après l'anglaise pure souche qui se trouve derrière moi, deux anglaises d'origine. Anglo-allemande tout d'abord, la Mini Countryman en version plug-in hybride, version 2021 évidemment. Et puis anglo-chinoise, le MG EHS. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien rendez-vous dans les prochaines semaines sur Charging Station pour le découvrir. En attendant, dimanche prochain, on va troquer notre Jaguar contre un pur sang, un cheval lancé au galop, celui qui se trouve sur la Ford Mustang Mach-E, dont je vous proposerai un essai complet dans une semaine, dimanche prochain, sur Charging Station. Pour toutes ces bonnes raisons, abonnez-vous à Charging Station si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie d'ailleurs de votre fidélité. Et puis activez la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. À bientôt.